Je n'aurais jamais imaginé qu'un festival de printemps à Gordes, censé être synonyme de joie, de rires et de famille, deviendrait le moment où je réaliserais à quel point je comptais peu pour mon propre sang. La musique était forte, couvrant presque les acclamations et les bavardages qui emplissaient la place du village. Des banderoles roses et jaunes flottaient dans la brise. Les enfants dansaient autour des stands colorés, ornés de fleurs d'oignon, et quelque part derrière moi, un orchestre de cuivre jouait faux. L'odeur des beignets frits et des pommes au caramel, douce et invitante, flottait dans l'air, et pendant une brève seconde, je me sentais vraiment heureuse. Puis, tout a basculé. La main de Léa s'abattait lourdement sur mon épaule. Elle n'était pas douce. Sa voix dégoulinait de sarcasme. « Mamie, suis un peu... Tu veux... Tu es toujours si lente. » Je trébuchais, essayant de stabiliser mes pas sur l'herbe inégale. Mais avant que je puisse reprendre l'équilibre, elle me poussait fort. Mes chaussures glissaient sur une flaque de boue cachée sous l'herbe piétinée. Mes bras s'agitaient en vain pour me rattraper, et je tombais droit dans une mare de boue froide et épaisse. Ma robe était instantanément trempée. La bouillie glacée collait à ma peau, s'infiltrant dans chaque ride, chaque crevasse, comme si elle y appartenait. Les gens autour riaient, pas seulement des inconnus. J'aurais pu pardonner, mais même certains parents éloignés gloussaient derrière leurs mains manucurées. Léa rejetait la tête en arrière, rien assez fort pour que tout s'entende. Mamie ne peut même pas tenir debout. Sa voix résonnait, tranchante et humiliante, coupant l'air comme du verre brisé. Valérie, ma fille, mon unique enfant, se tenait à quelque part, figuée. Sa blouse en lin blanc impeccable restait intacte. Sans une tache de boue, ses lèvres se pinçaient en une ligne fine. Ses yeux balayaient nerveusement autour. Je connaissais ce regard. Elle calculait si Médée salirait son image. Ses chaussures de marque, ou causerait de l'embarras. Elle ne faisait rien. Ni son mari, Antoine Dubois, ni le jeune frère de Léa, qui se tenait maladroitement à côté, scrollant sur son téléphone comme si tout cela ne le concernait pas. Cette brûlure d'humiliation était plus cuisante que l'éraflure sur mon genou, ou le froid pénétrant mes os. Je ne pleurais pas, je ne criais pas, je ne suppliais pas. Je les voyais, ma famille, tous, restant en retrait, regardant des lâches cachés derrière leur fierté et leur vanité. Pas une main ne se tendait vers moi. Ce n'étaient pas des inconnus qui s'approchaient finalement. C'étaient des gens gentils, des inconnus, qui s'agenouillaient à mes côtés, essuyant doucement la boue de ma manche, demandant si j'allais bien. Une jeune femme avec 2 bambins me tendait un mouchoir, et un adolescent m'aidait à me relever. Leurs visages étaient pleins de sollicitude. Leurs yeux portaient une compassion que ma propre famille ne pouvait jamais rassembler. J'entendais des chuchotements autour de nous, des regards de pitié de gens qui ne me connaissaient même pas. La honte de ma famille n'était pas dans ma chute, elle était dans leur silence. Tandis que je me tenais là, tremblant légèrement, le cœur battant d'un sentiment bien pire que l'humiliation. La trahison. Je me forçais à regarder directement Valérie, droit dans ses yeux. Puis Léa. Leurs expressions vacillaient un instant, comme si elles sentaient que quelque chose avait changé. Car à cet instant, c'était le cas. J'avais tout sacrifié pour elle, mes années, mon argent, ma maison, mon énergie. Et ceci, c'était la valeur qu'elle m'accordait, la facilité avec laquelle elle me laissait m'effondrer devant des étrangers. Mais plus jamais, je redressais mes épaules, ma robe boueuse collante à mes jambes. Comme une seconde peau, la honte que j'aurais dû ressentir se transformait en quelque chose de nouveau, de plus fort. Ce serait la dernière fois qu'elle m'humilierait, la dernière fois qu'elle me traiterait comme un fardeau, la dernière fois qu'elle confondrait ma patience avec de la faiblesse
tandis que le festival continuait à Gordes, tourbillonnant autour de moi dans son chaos bruyant et coloré. Je faisais un vœu silencieux à moi-même. Vous le regretterez. Le festival s'était terminé il y a des heures, mais la boue collait encore à ma peau. Aucun frottement ne semblait l'enlever, ni de mes mains, ni de mon cœur. Autour de moi, les photographies, le sourire chaleureux de mon défunt mari. Marcel me regardait depuis chaque cadre, me rappelant la vie que nous avions construite. Une vie que je pensais pleine d'amour et de sacrifice. Une vie que je croyais avoir du sens. Je fixais le plus grand cadre. Notre jour de mariage. J'avais 22 ans, pleine d'espoir et d'une foi naïve que l'amour nous porterait à travers tout. Et pendant un temps, c'était le cas, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Quand le cancer l'avait emporté, Valérie n'avait que 12 ans. Je me souvenais l'avoir serrée fort à l'enterrement, murmurant des promesses que je m'occuperais de tout, qu'elle ne se sentirait jamais abandonnée, qu'elle pourrait compter sur moi. Et je l'avais fait. Mon Dieu, je l'avais fait. Je travaillais à double poste à la boulangerie, dormant à peine, toujours inquiète de savoir si nous tiendrions jusqu'à la fin du mois. J'avais vendu mes bijoux de mariage pour payer les frais de scolarité de l'école privée de Valérie. Parce qu'elle était brillante et je voulais qu'elle ait toutes les opportunités que je n'avais jamais eues. Quand elle était acceptée à l'université, je prenais des prêts à mon nom, mon crédit, mon risque. Et chaque fois qu'elle souriait et disait « Merci, maman », je croyais que ça en valait la peine. Même quand elle épousait Antoine, l'homme qui ne me regardait jamais vraiment dans les yeux, je souriais. Parce que c'est ce que font les mères. Elles sourient, elles ravalent leurs doutes. Elles prient pour avoir tort sur les hommes que choisissent leurs filles. Et puis Léa naissait, ma première petite fille. Pendant un bref instant, je pensais que c'était peut-être ma seconde chance. Elle était adorable, tout en boucle et rire, et elle s'accrochait à ma jambe, m'appelant Mamie Suzanne. Mais comme tout le reste, cette douceur s'effaçait. En grandissant, Léa commençait à imiter ses parents. Les sourires polis devenaient des rictus moqueurs. La chaleur remplacée par une condescendance froide. Mes manières étaient démodées. Ma maison était pittoresque. Ma compagnie était épuisante. Les mots changeaient, mais le message était toujours le même. Tu ne nous es plus utile. Je pensais pouvoir l'endurer. Après tout, c'est ça l'amour. Non, l'endurance, le sacrifice. Espérant que votre patience sera un jour récompensée par leur gratitude. Mais aujourd'hui, au festival à Gordes, quelque chose en moi se brisait net en deux. J'avais plié pour eux toute ma vie, me tordant pour devenir quelqu'un qui ne demandait jamais trop, qui ne faisait jamais d'exigences, qui avalait chaque petit affront, comme si c'était normal. Mais cette poussée, cette humiliation publique, arrachait toute illusion restante. Ils ne m'aimaient pas. Ils aimaient ce que je pouvais donner. Et maintenant que je n'avais plus rien à offrir, je n'étais rien pour eux. Le craquement discret de la maison en pierre de Luberon s'installait autour de moi. L'horloge ancienne tic-taquait régulièrement sur le manteau de la cheminée. Dehors, le vent agitait les fleurs que j'avais plantées il y a des années de mes propres mains. Je levai les yeux vers le visage de Marcel dans la photographie. Murmura doucement. Je vois maintenant Marcel. Je les vois pour ce qu'ils sont. Je m'adossais, mes yeux traçant les doux rayons de lumière dansant sur le sol. Ils aimaient mon argent plus que moi, disais-je à voix haute. Mais ça s'arrête maintenant. Pour la première fois depuis des années, ma voix ne tremblait pas. Quand Léa était petite, ils avaient encore besoin de moi, babysitting. Trajet à l'école, les week-ends occasionnels où leurs emplois du temps se croisaient, je chérissais ces jours. Léa s'asseyait sur mes genoux, tirant sur mon collier, me racontant ses nouveaux amis, ses poupées, son petit monde innocent. Elle faisait des biscuits. Et quoi? De la farine saupoudrant son petit nez. Je pensais que nous avions quelque chose d'incassable, mais même cela s'effaçait.
alors que la carrière d'Antoine s'envolait. Leur style de vie aussi, nouvelle maison, voiture de luxe, école privée, vacances somptueuses. Soudain, je n'étais plus une présence nécessaire. Je devenais une obligation, une vieille femme dont la maison était trop petite. Et les histoires trop longues. La première fois que j'entendais Léa lever les yeux au ciel à mon sujet, elle n'avait que 12 ans. Mamie, tu ne comprends pas. Les choses ne sont plus comme quand tu étais jeune. Sa voix était tranchante, dédaigneuse, bien trop vive pour une enfant, qui me suppliait autrefois de lire des histoires au coucher. Mais Valérie se contentait de sourire maladroitement et haussait les épaules. Tu sais comment sont les adolescents. Maman ne le prend pas personnellement. Je ne le disais pas alors, mais je le ressentais comme une gifle. Je le prends personnellement. Valérie, elle avait appris ce ton quelque part. Ce n'était pas juste Léa. Antoine ne cachait jamais son mépris pour mes manières simples. Il lançait des piques lors des dîners familiaux sur mes meubles démodés ou ma gestion de mes modestes fonds de retraite. Valérie ne me défendait presque plus. Elle restait assise, sirotant son vin, offrant parfois un sourire mince, qui criait « S'il te plaît, ne commence rien, maman », et je restais silencieuse. Pendant des années, les humiliations s'accumulaient comme de la poussière, faciles à ignorer au début, jusqu'à ce qu'elle recouvre tout. Je regardais Léa se transformer en une version de ses parents, polie, arrogante, froide, la douce petite fille, qui faisait des biscuits avec moi, déambulait maintenant dans la vie, comme si elle lui était due, comme si je lui devais quelque chose. Je suppose que je m'accrochais encore à l'espoir qu'au fond, Valérie se réveillerait un jour et se souviendrait de qui l'avait élevée, qui avait sacrifié, qui avait saigné pour qu'elle soit là où elle est. Mais cet espoir mourait aujourd'hui. Cette poussée dans la boue au festival n'était pas un accident. C'était un message, une performance. Léa voulait m'humilier et Valérie. Elle laissait faire. Elles avaient fait leur choix. Et maintenant, je faisais le mien. C'était calme dans la maison ce soir-là. Presque trop calme. Le genre de silence qui vous enveloppe comme une couverture lourde. Suffocante. Valérie et Léa étaient restées après le festival, jouant le rôle de la belle famille, comme si rien ne s'était passé, comme si je n'avais pas été publiquement humiliée quelques heures plus tôt. Le dîner était gênant, l'air entre nous vif et fragile, chaque sourire poli, une autre couche de poison que j'avais appris à avaler. Valérie parlait des perspectives universitaires de Léa, tandis que Léa scrollait sur son téléphone, jetant un regard narquois occasionnel de mon côté. Je m'excusais tôt, me retirant dans ma chambre, mais je ne pouvais pas dormir. Quelque chose me rongeait, une agitation dans ma poitrine, que je ne pouvais chasser. Peut-être était-ce l'instinct, ou peut-être étais-je simplement fatiguée de prétendre. Quoi qu'il en soit, je sortais discrètement de ma chambre, me dirigeais vers la cuisine pour du thé. C'est alors que je les entendais. Leur voix flottait doucement depuis le salon. Les lumières étaient tamisées, mais l'éclat doux du lustre projetait juste assez de lumière pour voir leurs silhouettes. Valérie assise droite sur le canapé, Léa allongée nonchalamment à côté. Je me figeais, mon corps pressé contre le mur frais, juste hors de leur vue. La voix de Valérie était basse. « Mais vive, une fois qu'elle sera partie, tout sera à nous, la maison. Les comptes, toutes. » Léa riait légèrement, bien trop désinvolte pour ce qu'elle discutait. Franchement, maman, elle ralentit chaque année. Les trous de mémoire, la maladresse, ça commence déjà. Quelques dérapages de plus. Et le médecin pourrait facilement dire qu'elle n'est pas apte à gérer les choses. Valérie soupirait, tapotant ses onglets contre le verre dans sa main. C'est pourquoi nous devons rester patientes. Laissons la nature faire son travail. Mais si nous poussons pour une procuration trop tôt, ça pourrait sembler suspect. Le timing est tout. La voix de Léa dégoulinait de confiance.
ma miette démodée. Elle croit encore que la famille signifie quelque chose. Elle ne suspectera rien. Je restais là, le cœur battant si fort, que j'étais certaine qu'elle se l'entendrait. Mes mains tremblaient légèrement. Pas de peur, mais de rage. C'était donc leur plan, la sollicitude. Les petites piques sur mes oublis. Les suggestions désinvoltes que je devrais envisager une maison de retraite. Tout avait été soigneusement planté. Une campagne lente, manipulatrice, pour me faire douter de moi-même. Pendant qu'elle se positionnait pour le coup final, elle voulait me faire déclarer inapte, impuissante, jetable. Je sentais mon souffle se couper dans ma gorge, mais je me forçais à rester composée. Je ne leur donnerais pas la satisfaction de savoir que j'étais là. Puis Léa ajoutait, dans un ton qui me retournait l'estomac. Tu imagines les rénovations que je ferai, une fois que ce sera à moi. Ce solarium démodé, fini? Je pense à des plans de travail en marbre, des luminaires design. Ce sera enfin une maison digne d'y vivre. Digne d'y vivre. La maison que Marcel et moi avions construite de nos mains, celle pour laquelle nous avions sacrifié, celle qui portait nos rires, nos luttes, notre amour. Je fermai les yeux un instant, me stabilisant. Ma vision s'aiguisait avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Quand vous aimez les gens, vous voulez croire qu'ils sont bons. Vous voulez expliquer les affronts, excuser le manque de respect. Vous accrochez à l'idée qu'ils ne le pensent pas, mais ils le pensaient. Ils pensaient chaque mot. Et maintenant, j'en avais fini de prétendre. Je tendais la main dans ma poche, enroulais mes doigts autour de mon téléphone. Discrètement, prudemment, j'appuyais sur le bouton d'enregistrement. L'écran brillait faiblement, tandis que leur voix continuait, se donnant elle-même, sans même s'en rendre compte. Pour la première fois depuis des années, je souriais, un sourire discret, stable, pas de joie, mais de résolution. Ils pensent qu'ils me déjouent. Ils n'ont aucune idée à qui ils sont confrontants. Le lendemain matin, je me réveillais avant que le soleil ne soit pleinement levé. La maison en pierre de Luberon était silencieuse, lourde du calme. Qui suit une tempête? L'enregistrement était en sécurité, sauvegardé à plusieurs endroits. Chaque mot qu'elles avaient prononcé était gravé dans mon esprit. Et maintenant, c'était à moi d'agir. Prudemment, discrètement, j'appelais maître François Martin. Il répondait à la deuxième sonnerie. Sa voix chaude, familière. Suzanne, ma chère. Quelle surprise. Maître Martin était mon avocat depuis près de 30 ans. Il avait géré tout après le décès de Marcel, la succession, les testaments, les comptes financiers. S'il y avait quelqu'un à qui je faisais confiance, c'était lui. Pourriez-vous passer prendre le thé cet après-midi? Demandai-je, gardant ma voix légère, désinvolte. Il y a quelque chose dont j'aimerais discuter. Il marquait une pause, sentant peut-être le courant sous mes mots. Bien sûr, je serais là vers 14 heures. Quand il arrivait, j'avais dressé la table dans le solarium, la même pièce que Léa voulait détruire, et redésigner. La nappe en dentelle, des scones frais, et une théière fumante d'Earl Grey était posée entre nous. Comme de vieux amis, Maître Martin s'installait dans son fauteuil, m'étudiant avec sa curiosité douce habituelle. Vous mettez toujours une belle table, Suzanne, mais je suspecte que ce n'est pas juste une visite sociale. Je souriais poliment, versant son thé avant de parler. Non, ce n'est pas le cas. Je tendais la main dans la petite boîte décorative sur la table, celle où je gardais des clés de rechange, et glissais mon téléphone vers lui. Écoutez ceci, s'il vous plaît, disais-je doucement. Son front se plissait, tandis qu'il mettait les écouteurs et appuyait sur lecture. La pièce était silencieuse, sauf pour le faible son de la voix de Valérie, s'échappant de l'enregistrement. Chaque mot qu'elles avaient si négligemment jeté la veille au soir jouait maintenant, froid et indéniable. Je regardais son visage,
tandis que la conversation se déroulait, passant d'un intérêt poli à une compréhension sombre. Quand Léa parlait de ses rénovations, ses lèvres se pinçaient en une ligne fine, droite. Quand cela se terminait, il retirait soigneusement les écouteurs, croisait les mains sur la table. Sa voix était plus basse maintenant. Eh bien, c'est révélateur. Je hochais la tête, gardant mon ton stable. Il pense que je suis faible, François. Il croit que je resterai silencieuse, pendant qu'ils tournent autour comme des vautours. Il expirait lentement, choisissant ses mots avec soin. Suzanne, ce n'est pas juste blessant, c'est dangereux. S'il tente tant de vous déclarer mentalement inapte, il pourrait demander au tribunal une tutelle, le contrôle de vos finances, de votre propriété, de votre liberté. Je croisais ses yeux directement, et je veux m'assurer qu'il ne puisse pas. Il hochait la tête. Alors nous agirons de manière préventive. Il se penchait en avant, sa voix devenant plus clinique, passant d'ami à bouclier légal. La première étape est de prouver votre compétence. Examen physique complet, évaluation cognitive, signé par des professionnels certifiés. Nous créerons un dossier si robuste que toute accusation d'incapacité s'effondrera sous lui. Et le testament, demandai-je. Ça aussi, confirmait-il. Nous réviserons vos documents successoraux immédiatement, construirons des trusts protecteurs, éliminerons toute voie qu'il pourrait être exploitée. Et s'il tente ça, quoi que ce soit, vous avez cet enregistrement comme levier. Pour la première fois depuis des jours, je ressentais un calme étrange. Les pièces se mettaient en place. Merci, François, disais-je doucement, lui versant une autre tasse. Ma main était stable. Il me regardait avec une admiration discrète. Je dois dire, Suzanne, vous gérez cela avec une retenue remarquable. Je lui offrais un petit sourire mesuré. J'ai passé ma vie à leur donner tout, mais je ne leur donnerai pas ma dignité. Le vent bruissait dehors par la fenêtre, secouant doucement les feuilles contre la vitre. Et tandis que nous étions assis dans cette pièce paisible, mon sanctuaire, je me permettais enfin de le ressentir, le contrôle. Les jours suivants se déroulaient avec le calme étrange, que vous reconnaissez seulement après que quelque chose en vous s'est brisé net. Chaque matin, je me réveillais tôt, prenais mon petit déjeuner, arrosais mes fleurs, souriais aux appels occasionnels de Valérie, où elle prétendait que tout allait bien. Mais sous cette voix douce, je l'entendais. Elle attendait, attendant que le temps fasse ce que l'avidité avait mis en branle. Mais je ne jouais plus leur jeu. Je commençais à programmer des rendez-vous. Ma famille pensait que je glissais dans la routine lente d'un vieillissement inoffensif. Ce qu'ils ignoraient, c'est que chaque visite chez le médecin n'était pas pour une douleur fabriquée ou une souffrance fantôme. C'était pour la documentation. Je passais des tests cognitifs, des évaluations de mémoire, des examens physiques. Je souriais poliment, tandis que les neurologues me faisaient résoudre des puzzles et des exercices de rappel. Ils ne trouvaient rien, car il n'y avait rien à trouver. Mon esprit était vif. Mon corps, bien que vieillissant, était assez fort pour gérer mes propres affaires. Chaque rapport allait directement dans un dossier verrouillé. Chaque signature, chaque date, soigneusement estampillée et notariée. Maître Martin coordonnait tout avec une précision qui me faisait me sentir plus en sécurité que depuis des années. Ils construisent un dossier contre vous. M'avait-il prévenu? Alors nous en construirons un plus fort. Et nous le faisions. Chez moi, dans ma maison en pierre de Luberon, je réorganisais mes documents financiers. L'acte de la maison, mes comptes d'investissement, les économies que Marcel et Kathleen et moi avions construites toute une vie. Une par une, je les préparais pour un transfert dans des trusts protégés, des murs légaux étanches qu'ils ne pourraient pas abattre. Peu importe combien de larmes de crocodile Léa pourrait verser plus tard. Je n'en avais parlé à personne, pas même aux quelques amis, qui prenaient encore des nouvelles.
Ce n'était pas quelque chose que je pouvais partager. C'était à moi, ma bataille. Le soir, je m'asseyais dans mon solarium, sirotant du thé sous le doux bourdonnement du ventilateur de plafond, regardant les photos sur le mur. Mon jeune moi me regardait en souriant depuis ses cadres, tenant bébé Valérie dans un bras, le sourire fier de Marcel à mes côtés. Il y avait eu tant d'amour autrefois, tant d'espoir. Et maintenant, les visages dans ces photos étaient toujours les miens. Mais la femme assise ici maintenant, elle était différente. Je n'aspirais plus à ce que Valérie m'aime comme avant. Je n'attendais plus que Léa s'adoucisse. Je n'espérais plus qu'Antoine me traite comme une famille. C'était l'ancienne Suzanne, celle qui donnait et attendait des miettes d'affection en retour. Cette Suzanne, elle en avait fini d'attendre. Un soir, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, Valérie appelait à nouveau. Sa voix était excessivement douce. « Maman, comment vas-tu ?» J'ai pensé ramener Léa pour une petite visite. Elle te manque. Elle manque ma maison. Pensais-je. Mes doigts serraient au cou. Un coudoir fort, mais ma voix restait calme. « C'est adorable, ma chère, » répondais-je. « Mais j'ai des rendez-vous médicaux cette semaine. Peut-être une autre fois. »« Oh, bien sûr, » répondait-elle, masquant mal sa déception. « Tu vas beaucoup chez le médecin ces derniers temps. Tout va bien. » Je sentais la sonde prudente sous ses mots. Sa tentative de flairer une faiblesse. Je souriais dans le téléphone. Juste des contrôles de routine. Toussais. Rester au courant à mon âge. On n'est jamais trop prudent. Je pouvais presque entendre sa déception se transformer en un mince sourire de son côté de la ligne. « Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. »« Maman, n'importe quoi. » Je terminais l'appel poliment, posant doucement le combiné. La tempête arrivait, mais pas celle qu'elles attendaient. Elles pensaient rôder autour d'une proie trop fragile pour riposter. Elles ne réalisaient pas que j'aiguisais mon épée en silence. Il y avait quelque chose de presque paisible à construire ma propre défense en secret. Chaque petit pas semblait empiler une autre pierre dans une forteresse invisible. Une qu'elle ne verrait jamais, avant qu'il ne soit trop tard. Les visites à la clinique étaient terminées. Les rapports reposaient soigneusement classés dans le bureau de Maître Martin. Signés, scellés, notariés. Chaque médecin avait confirmé la même chose. Pleinement compétente. Aucun déclin cognitif, aucun besoin de tutelle. J'étais plus légalement saine que la plupart des gens de la moitié de mon âge. Je ne ressentais plus de peur. Ce que je ressentais, c'était de la clarté. Mon étape suivante était de fortifier mes finances. Discrètement, méthodiquement, je travaillais avec Maître Martin pour séparer mes actifs dans des trusts viagers qui contournaient l'homologation, isolés des contestations, plus de comptes joints avec Valérie, plus d'accès à quoi que ce soit sans mon consentement explicite, le titre de la maison, les investissements, même les obligations d'épargne, que Marcel m'avait laissées il y a des décennies. Tout était maintenant verrouillé derrière des couches de protection. Valérie et Léa souriaient encore. Lorsqu'elles visitaient, comme si rien ne s'était passé, elles continuaient de jouer le long jeu, supposant que ma confiance restait intacte. Elles pensaient que ma manière douce signifiait que j'étais encore aveugle. Mais chaque gorgée de thé, chaque hochement poli, chaque brunch forcé, tout était théâtre maintenant. Et je jouais mon rôle avec précision. Quelques jours plus tard, tandis que je pliais du linge dans le solarium, j'entendais frapper à la porte. Léa entrait comme si elle possédait l'endroit, son sac à main de marque se balançant à son épaule. « Mamie » chantait-elle. Je me suis dit que je te ferais une surprise. Je levai lentement la tête, gardant mon sourire intact. Quelle belle surprise. « Ma chère !» Elle s'asseyait en face de moi, croisant ses longues jambes, son téléphone apparaissant immédiatement dans sa main. Elle loquait à peine les yeux. On parlait. « Tu sais, de ton avenir. » Et maman disait,
Tu vas beaucoup chez le médecin ces temps-ci. Non. Elle me jetait un regard, sa voix pleine d'un venin sucré. Tu devrais penser à anticiper les choses avant que quelque chose de grave arrive. Je pliai une serviette soigneusement. Mes mains stables, et quelle chose serait-ce? Léa. Oh, tu sais, disait-elle. Procuration. Planification de soins avancés. Juste s'assurer que tout est prêt pour ta tranquillité d'esprit. Bien sûr. La manière dont elle le disait me retournait l'estomac. Mais je ne laissais rien paraître. C'est très attentionné de votre part, à toutes les deux, répondais-je doucement. J'ai déjà tout réglé. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Léa marquait une pause. Ce n'était pas la réponse qu'elle voulait. Elle clignait, recalibrante. Waouh, c'est super. Je veux dire, nous voulons juste être sûrs que tu ne sois pas dépassée. Oh, non, répondais-je, pliant une autre serviette proprement sur la pile croissante. En fait, c'est assez simple. Quand tu travailles avec les bonnes personnes, son sourire vacillait un bref instant, avant de revenir en place. Eh bien, si tu as besoin d'aide pour examiner les documents, je suis sûre que maman et moi, je la coupais, toujours souriante. Ce ne sera pas nécessaire. Le silence s'étirait, lourd et gênant. Léa s'agitait inconfortablement, rangeant enfin son téléphone. Eh bien, de toute façon, je devrais y aller. Juste voulu vérifier. Elle se levait, arborant encore ce sourire fragile. Polie, en atteignant la porte, j'ajoutais doucement. Passe mon amour à ta mère. Veux-tu? Oh, je le ferai, répondait-elle, voix fine. La porte cliquait doucement derrière elle. Je restais là un instant, respirant le calme. La maison semblait différente maintenant, plus légère d'une certaine manière, plus un prix qu'elle rôdait autour. C'était à moi à nouveau, bien sûr. Elle ne s'arrêtait pas. Les gens comme Valérie et Léa ne le font jamais. Quand ils croient que quelque chose leur appartient. Plus je m'éloignais, plus elle poussait, mais toujours avec un sourire. Les rumeurs commençaient petites. À l'église, j'entendais des chuchotements après le service. Pauvre Suzanne, elle est devenue si oublieuse ces derniers temps. À l'épicerie, une voisine demandait doucement. « Tout va bien, ma chère. Valérie disait que tu avais eu des moments de confusion récemment. Juste inquiète, tu sais. Ça se répandait comme de la fumée, glissant sous les portes, assez doux pour ressembler à de la sollicitude. Mais avec un sous-ton venimeux, elle plantait des graines, construisant leur dossier. Une suggestion chuchotée à la fois, et je les laissais faire. Chaque rumeur était une autre erreur qu'elles ignoraient faire. Un autre mensonge que je pourrais exposer quand le moment viendrait. Valérie passait pour une de ces visites de sollicitude, soigneusement chorégraphiées la semaine suivante. Elle apportait des fleurs, Desley, comme si cela l'adoucirait ce qu'elle allait dire. « Maman, tu as l'air fatiguée, » disait-elle en entrant. « Je vais bien, ma chère, » répondais-je calmement, prenant les fleurs de ses mains. Nous nous asseyions dans le solarium, la lumière de l'après-midi filtrant. Peignant tout d'un éclat doré, les yeux de Valérie balayaient à autour, faisant un inventaire mental. Comme toujours, évaluant ce qui serait un jour à elle, ou du moins le pensait-elle. Nous avons parlé, commençait-elle délicatement, lissant un pli dans sa jupe. Avec tout ce que tu gères, la maison, tes finances, les rendez-vous. C'est beaucoup. Je souriais, sirotais mon thé. Tu as toujours été si indépendante. Maman, mais peut-être est-il temps de penser à apporter de l'aide, juste pour faciliter les choses. Une infirmière à domicile, peut-être, ou déménager dans un de ces beaux établissements de vie assistés. Ils ont d'excellents soins, et tu serais en sécurité. Tu sais, en sécurité. Ce mot pesait lourdement dans l'air. Je croisais son regard. Stable. Valérie, j'apprécie ta sollicitude. Mais je vais très bien.
Mes médecins sont d'accord, et j'aime plutôt mon indépendance. » Ses lèvres se crispaient, mais elle se reprenait vite. « Bien sûr, bien sûr. C'est juste que Léa et moi nous inquiétons. C'est tout. » Je me penchai légèrement en avant, baissant la voix. « Valérie, penses-tu que je ne vois pas ce que tu fais ?» La couleur s'évanouissait légèrement de ses joues. Elle forçait un rire poli. « De quoi parles-tu ?» Je ne clignais pas. Les chuchotements, les suggestions aux amis, les doutes plantés. Je les entends tous. Sa mâchoire se crispait une fraction de seconde, avant de s'adoucir dans ce sourire répété. « Maman, je ne sais pas de quoi tu parles. » Je souriais en retour, plus large, plus vif. « Tu le sauras. » Elle vacillait, cherchant une prise dans la conversation, qu'elle ne contrôlait plus. Mais je ne lui en donnais aucune. Juste le silence. Juste le doux tic-tac de l'horloge derrière nous. Après quelques instants, elle se levait brusquement, lissant sa blouse. « Eh bien, je devrais y aller. Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. »« Je le ferai, » disais-je, me levant pour l'accompagner à la porte. Mais je n'en aurais pas besoin. Elle clignait, mais ne répondait pas. Elle se tournait simplement et partait, la porte se refermant avec un clic doux. Finale derrière elle. Je restais là un long moment, respirant le calme. Elle pensait préparer le terrain pour m'enterrer. Mais ce qu'elles ignoraient, c'est que j'étais celle qui plantait des graines maintenant. Après cette visite, Valérie ne revenait pas pendant quelques semaines. Mais je savais que ce n'était pas une reddition. C'était une recalibration. Elle et Tata. Léa calculait net à leur prochain mouvement, observant, attendant que je glisse, et je jouais mon rôle parfaitement. À l'église, je souriais, à l'épicerie, je saluais, je restais aussi polie que jamais. Quand les voisins faisaient doucement allusion aux préoccupations de Valérie, à chaque fois, je répondais avec le même ton doux, inébranlable. « Oh, ma fille s'inquiète juste trop. Vous savez comment sont les enfants. Ils hochaient la tête, rassurés, mais sous leur sourire, je le voyais. Le doute s'insinuant sur les intentions de Valérie. Bien, qu'il se pose des questions. En coulisses, j'étais une idole. Je rencontrais régulièrement Maître Martin, ensemble. Nous ajustions discrètement mon testament. Les documents de trust étaient finalisés. La maison, mes comptes, mes investissements, tout scellés derrière des pare-feux légaux. Et surtout, les noms de Valérie et Léa étaient effacés de tout. Ce n'était pas assez de les exclure. Je devais m'assurer qu'il n'y avait rien qu'elles puissent récupérer plus tard. À la place, je tendais la main à des gens qui m'avaient toujours montré une gentillesse discrète. Des nièces et neveux éloignés, qui appelaient pour mes anniversaires, qui apportaient des tartes pendant les fêtes, qui ne m'avaient jamais fait sentir comme un fardeau. Certains vivaient loin, d'autres à proximité, mais chacun me traitait avec un respect sincère, pas avec de l'arrogance. Et tandis que je restructurais mon testament, je les nommais soigneusement, avec réflexion. Ceux qui se souciaient vraiment hériteraient de ce pourquoi j'avais travaillé, pas ceux qui me voyaient comme un obstacle à leur fortune imaginée. Je commençais à tendre la main, d'abord à mon neveu Étienne, le fils de la sœur de Marcel. Il avait près de 50 ans maintenant, avec sa propre famille. Nous n'avions pas beaucoup parlé au fil des années, mais quand j'appelais, sa voix était chaude, surprise mais instantanément familière. « Tante Suzanne, tu as toujours la même voix. » Je souriais, sincèrement cette fois. J'ai pensé qu'il était temps de rattraper avec ceux qui savent encore répondre au téléphone. Nous parlions pendant près d'1 heure, de ses enfants, de son travail, de la santé déclinante de sa mère. Et quand il demandait doucement comment allaient les choses de mon côté, je gardais mes mots prudents, mais honnêtes. « Oh, tu sais, certains pensent que je ne serai plus là longtemps. Mais j'ai encore quelques bonnes années en moi. » Il riait doucement. Mais il y avait une tendresse dans son ton. « Tu as toujours été plus forte qu'on ne le pensait.
Tante Suzanne. Cette conversation allumait quelque chose en moi. Une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis si longtemps. Je tendais la main à d'autres aussi, nièces. Cousins, filleuls. Ceux qui envoyaient toujours des cartes à Noël. Qui prenaient des nouvelles de ma santé sans rien attendre en retour. Un par une, je ravivais de petites étincelles de connexion sincère. Ils ne le savaient pas encore. Mais ils étaient mon véritable héritage maintenant. Et tandis que je rencontrais à nouveau Maître Martin, nous ajustions les documents pour refléter exactement cela. Mon testament, mes trusts, ma succession, maintenant divisée parmi ceux qui me voyaient comme plus qu'un signe monétaire. Valérie et Léa, elles n'étaient même plus une note de bas de page. Ça semblait étrange au début, toutes ces années passées. À croire que mon monde entier tournait autour de Valérie, que tout ce pourquoi j'avais travaillé était destiné à elle et à sa famille choyée. Mais l'amour sans respect n'est pas du tout de l'amour. C'est juste une servitude enveloppée de culpabilité. Et j'en avais fini d'être la servante de quiconque. Le prochain rassemblement familial était plus petit. Le temps de Valérie était excessivement doux. Ses sourires plus forcés, Léa était plus silencieuse aussi, comme si elle sentait que l'air avait changé. Tandis que nous étions assis autour de la table dans la salle à manger de ma maison en pierre, Léa jetait un œil à mon pendentif en argent, celui que Marcel m'avait donné pour notre 30e anniversaire. Elle souriait, comme un vautour observant quelque chose s'affaiblir. « Mam, tu devrais penser à transmettre certains de tes bijoux avant. Tu sais, que les choses deviennent difficiles. » Je posais ma tasse de thé doucement. « Difficiles. » Elle battait des cils. « Eh bien, tu sais, juste penser à l'avenir. » Valérie intervenait, comme pour l'adoucir à nouveau. « Léa veut juste dire que ce serait spécial d'avoir des souvenirs pour se rappeler de toi. » Je penchai la tête, gardant ma voix douce, mais ferme. « Oh, vous aurez beaucoup pour vous souvenir de moi. » Valérie se figeait un instant. Elle savait que je ne parlais plus de bijoux. Elles étaient nerveuses maintenant. Je le sentais suinter derrière leur sourire. Elles sentaient quelque chose leur échapper des doigts, mais ne voyaient pas encore à quel point elles étaient déjà tombées. Le lendemain matin, je me tenais devant le miroir, fixant mon reflet plus longtemps que depuis des années. Les rides autour de mes yeux, les cheveux grisonnants, le léger tremblement dans mes doigts, ce n'étaient pas des signes de faiblesse. C'étaient des preuves que j'avais vécues, endurées, et survécues à tout ce que la vie m'avait jeté. Valérie et Léa m'avaient peut-être écartée comme jetable, mais elles n'avaient jamais compris que des années de sacrifices silencieux ne fragilisent pas une personne. Elles la forgent en quelque chose d'incassable. Je ne me cachais plus. Quand Maître Martin arrivait cet après-midi pour examiner les documents finaux, je n'hésitais pas. « Suzanne, » disait-il, sa voix égale. « Une fois que nous finalisons ceci, il n'y a pas de retour en arrière. »« Je n'ai pas l'intention de revenir en arrière, » répondais-je calmement. Il glissait les papiers sur la table en bois poli. Tout était en place, les trusts, la déshérence, les protections irrévocables, les bénéficiaires qui se souciaient vraiment. La forteresse était construite. En signant chaque document, je le sentais s'installer en moi. Pas du triomphe, pas de la vengeance, mais la paix, le contrôle, la dignité, la clarté. Quand je posais le stylo, Maître Martin offrait un petit sourire. « Vous avez fait quelque chose que la plupart des gens n'ont pas le courage de faire. » Je croisais son regard sans ciller. « Non, » disais-je doucement. « J'ai simplement cessé de confondre l'amour avec la loyauté. » Les pièces étaient en place maintenant. Tout ce que j'avais à donner avait été transféré à des mains qui le tiendraient avec respect. Valérie et Léa croyaient encore qu'elles me tournaient et autour, attendant que je m'effondre. À ce stade, chaque pièce était où elle devait être. Mais je n'avais pas fini. J'avais appris une vérité douloureuse sur les gens comme Valérie et Léa.
ils n'acceptent la défaite, que lorsque chaque sortie est scellée. Alors, je rencontrai Maître Martin une dernière fois. Nous nous asseyions dans son bureau silencieux, les murs bordés de vieux livres de droit, l'odeur lourde du papier vieilli, emplissant l'air, comme une vieille promesse. Sa lampe de bureau projetait une lueur chaude, tandis que je lui tendais le dossier final de documents. « Les actifs liquides », disais-je. « Transférez-les tous dans des trusts protégés. Pas de faille, pas d'accès, pas pour elle. » Il hochait la tête, feuillettant les documents. Cela éliminera toute vulnérabilité restante. Suzanne, une fois ceci terminé, elles ne pourront même pas contester. C'est ce que je veux. Son ton s'adoucissait. Vous comprenez à quel point cela sera complet. Une fois fait, même si elles tentent une action en justice, elles ne toucheront pas un centime. C'est exactement le but, disais-je fermement. Pendant des années, j'avais été naïve. Je pensais que garder des comptes joints, garder le nom de Valérie sur certains documents, était une façon de montrer la confiance, l'unité familiale. Mais tout ce que j'avais fait était de leur donner des munitions, des voies faciles pour tout saisir. Si elles pouvaient convaincre la bonne personne que j'étais inapte, plus maintenant. Suzanne, ajoutait Maître Martin prudemment. J'ai aussi préparé la déclaration publique, dont nous avons discuté, pour quand le moment viendra. Il glissait une lettre imprimée sur le bureau. Elle était simple, claire, puissante. Une déclaration nette que toutes les décisions successorales avaient été prises indépendamment, légalement et avec pleine capacité mentale. Notarié, témoigné, clause de non-contestation, absolue. Je scannais lentement les mots, mes doigts traçant le papier épais. Ce sera prêt. S'ils tentent quoi que ce soit, m'assurait-il. Ils le feront, disais-je. La seule différence est que maintenant, je suis prête aussi. Il hochait la tête, son expression mêlant admiration et pitié discrète. J'ai vu beaucoup de familles se déchirer pour des héritages. Suzanne, mais rarement avec un tel calcul que celui-ci. Je souriais faiblement. Ils pensent que la patience est ni sorte de la gentillesse. Mais toutes ces années, j'observais simplement, avant de partir. Nous restions assis quelques minutes dans un silence confortable. Deux personnes qui comprenaient que certaines batailles nécessitent de la stratégie. Pas des épées. Ce soir-là, je rentrais chez moi, mais pas plus léger, en parcourant chaque pièce de ma maison. Je la voyais différemment maintenant, pas comme un prix qu'elle rôdait à retour, mais comme mon sanctuaire à nouveau, la cuisine, où je cuisinais autrefois pour Valérie enfant, le salon, où Marcel et Tot, moi, dansions les soirs tranquilles, le jardin, qui fleurissait encore, parce que je n'avais jamais cessé de m'en occuper. Il ne me prendrait pas cela. Le lendemain matin, je m'asseyais dans mon solarium avec mon thé, tandis que le téléphone sonnait. C'était Valérie. Maman, saluait-elle, sa voix enrobée de douceur. Je pensais que nous devrions programmer une réunion avec un conseiller financier. Toussait, pour s'assurer que tout est en ordre. Léa disait combien cela serait utile. Je laissais une petite pause planer entre nous. Je voulais qu'elle le sente. Ce ne sera pas nécessaire, disais-je doucement. Tout est déjà en ordre. Oh, hésitait-elle. Eh bien, si tu changes d'avis, je ne changerai pas. Le silence qui suivait était épais de la panique, qu'elle essayait si fort de cacher. D'accord, disait-elle vite. Juste pour vérifier. Je raccrochais, posant le combiné avec soin. C'était fait. Leur filet était vide. Mon mandat, ma maison, ma dignité, verrouillée derrière des murs, qu'elle ne pourrait jamais escalader. Et elle ne le savait même pas encore. Le coup final devait être délibéré. Pas cruel, pas bruyant, juste final et silencieux. Valérie m'invitait à un autre de ses brunchs. Même mise en scène que toujours. Antoine sur son téléphone. Léa sirotant son latte hors de prix. Valérie gérant la performance.
essayant de maintenir l'illusion d'une famille heureuse. Elles étaient encore si sûres d'elles-mêmes, si certaines que j'étais trop vieille, trop fragile pour résister à leurs plans. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, je venais préparer, le repas s'éternisait. Bavardages légers, Léa lançant des petits commentaires narquois sur ma mémoire. Valérie souriant trop large. Je jouais le jeu, hochant la tête, souriante, les laissant penser que je pliais encore pour elle, que j'étais toujours cette vieille femme, qu'elle croyait pouvoir user. Et puis, alors que Léa se lançait dans un monologue sur comment, quand la maison sera modernisée, la valeur montera en flèche, je tendais la main dans mon sac à main. Valérie. Interrompais-je doucement, dans la salle à manger de ma maison en Luberon, avec son lo suedako vakuso ninja tonglong. Elle levait les yeux, surprise par mon ton. Il y a quelque chose que je veux que tu lises. Je sortais l'enveloppe, la glissais sur la table en bois d'ail, épaisse, formelle, estampillée. Son sourire vacillait. Elle la fixait un instant. Hésitant à la toucher, elle le sentait, le changement dans l'air, la menace discrète enfouie sous mon calme. « Qu'est-ce que c'est ?» demandait-elle, sa voix jouant encore la politesse. « Lisse-le » répondais-je, croisant les mains proprement sur mes genoux. Elle l'ouvrait lentement, scannant les premières lignes, et je regardais cela se produire. La couleur s'évanouissant de son visage, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement, tandis qu'elle réalisait ce qui était écrit déshérence complète, avis d'expulsion immédiat, irrévocable. Léa se penchait pour regarder, la confusion se transformant en horreur. « C'est quoi, mamie ?» Je regardais Léa directement. « Cette maison, cet argent, cette vie, que vous avez rôdée comme des vautours pendant des années, elle ne vous appartient plus. » La voix de Valérie tremblait, son masque glissant pour la première fois. « Maman, tu ne peux pas. » Je l'ai déjà fait. La pièce tombait silencieuse. « Vous avez fait votre choix il y a longtemps, » disais-je, ma voix stable, calme. Je fais enfin le mien. Les yeux de Léa passaient entre nous. Sa bravade craquante. « Tu ne peux pas juste nous jeter dehors. Nous sommes une famille, répétais-je. La famille se protège, s'aime. Vous ne m'aimez pas. Vous aimez ce que vous pensiez hériter. » Les yeux de Valérie scintillaient maintenant. Pas de chagrin, mais de peur. « Maman, s'il te plaît, nous ne voulions pas. Ne m'aime pas, disais-je doucement. Pas maintenant. J'ai les enregistrements, les témoins, les rapports médicaux. Chaque médecin, chaque avocat, chaque sauvegarde. Que vous ne pensiez jamais que je me donnerais la peine d'avoir. » Antoine levait enfin les yeux de son téléphone, son front plissé d'incrédulité. Mais je ne lui accordais même pas un regard. Il n'avait jamais compté. Sa cupidite était empruntée, pas méritée. « C'est illégal !» murmurait Valérie, sa voix faible. « Tu ne penses pas clairement. Nous pouvons contester cela. » Avant qu'elle ne puisse continuer, une autre voix entrait dans la pièce. « Non, vous ne pouvez pas. » Maître Martin s'avançait depuis le couloir, où il attendait discrètement à mon invitation. « Valérie Octet !» La bouche de Léa s'ouvrait. « Nous nous sommes assurés que chaque document soit étanche, » disait Maître Martin calmement. « Toute tentative de contestation sera accueillie par une action légale rapide. Vous n'avez aucun droit, aucun statut. » Leurs yeux balayaient, piégés maintenant dans la toile, qu'elles croyaient autrefois être la leur à tisser. Je m'adossais, mon thé refroidissant à côté de moi, et les laissais le sentir. Le poids des conséquences, le poids de ce qu'elles avaient essayé de voler, maintenant complètement hors de leur portée. Pour la première fois depuis des années, je les voyais pour ce qu'elles étaient vraiment. Vaincues. Le silence qui suivait était épais, suffocante. Mais comme toutes les choses fragiles, il ne durait pas longtemps. Valérie explosait d'abord. « Tu trahis ta propre fille !» criait-elle, son visage se tordant, le masque poli enfin arraché. « Après tout ce que j'ai fait pour toi,
Tout ce que j'ai sacrifié pour cette famille. Sa voix craquait, stridente et désespérée. Elle n'était plus la fille composée. C'était qui elle était vraiment. Une femme qui ne s'attendait jamais à perdre le contrôle. Léa n'était pas loin derrière. Ses mots comme du venin. Tu es malade. Tu es amère et égoïste. Mamie, tu préférerais tout donner à des étrangers qu'à ton propre sang. Je restais assise, mes mains croisées proprement sur mes genoux, ma respiration calme. Tu veux dire des gens qui se soucient vraiment de moi, des gens qui ne m'ont jamais poussée dans la boue, des gens qui n'ont pas comploté dans mon dos. Le visage de Léa s'empourprait, sa mâchoire se crispait. C'était une blague. Tu prends toujours tout si personnellement. Oui, répondais-je, ma voix discrète, mais ferme. Parce que vous l'avez fait personnellement. Antoine trouvait enfin sa voix, bien que ses mots soient creux. Nous pouvons régler ça en privé. Suzanne, ne faisons pas une scène. Je me tournai vers lui lentement. La scène a été faite il y a longtemps. À chaque brunch, chaque rumeur chuchotée, chaque insulte voilée. Vous l'avez tous fait. La voix de Valérie vacillait, prise entre colère et panique. S'il te plaît, maman, nous sommes encore une famille. Tu exagères. Mais, je coupais. Vive maintenant. N'ose pas utiliser ce mot. Comme s'il signifiait quelque chose. La pièce vibrait de leur fureur. Mais je restais immobile. Les années passées, à plier pour elles étaient terminées. Les décennies à ravaler ma fierté étaient terminées. Leurs cris semblaient distants maintenant. Comme un bruit derrière un mur de verre épais. Je regardais leur désespoir se défaire, et je ne ressentais rien d'autre que la paix. Maître Martin se tenait à mes côtés, sa présence calme ancrant, comme indiqué. Vous n'avez aucun droit. Vous êtes officiellement notifié d'un avis d'expulsion et des documents de déshérence. Vous quitterez les lieux dans les 7 jours, conformément à l'arrangement légal. La respiration de Valérie devenait rapide, erratique. Tu ne peux pas nous faire ça. Je me levai lentement, croisant leurs regards à toutes les deux. Je ne vous ai rien fait. Vous vous l'êtes fait à vous-même. J'ai juste enfin cessé de prétendre ne pas le voir. La voix de Léa tombait en un murmure amer. Tu mourras seule, vieille femme, mûre. Je me penchai légèrement, souriante, pas cruellement, mais avec une clarté que je n'avais pas connue depuis des années. Être seule, disais-je, est bien mieux qu'être entourée de gens qui ne me manquent que maintenant que j'ai dit non. La pièce restait immobile. Elles attendaient des larmes, des supplications. Ce qu'elles n'attendaient jamais, c'était de la force. La voix de Valérie se brisait une dernière fois. « Tu le regretteras. »« Non, » répondais-je doucement. « Vous le regretterez. » Elle se tenait là, figée, cherchant un dernier lambeau de pouvoir qu'elle pourrait brandir. Mais il était parti. Chaque porte légale verrouillée, chaque voie financière fermée, chaque illusion brisée. Maître Martin s'éclaircissait la gorge. Je les raccompagne. Elle le suivait, stupéfaite, leur voix maintenant étouffée. Vaincue, la porte se refermait doucement derrière elle. Et je restais dans ma maison respirant le calme. La rage était partie, l'humiliation dissoute depuis longtemps. Ce qui restait était quelque chose de bien plus doux. La liberté. Les jours suivants étaient étrangement calmes. Pas une absence de bruit, mais une absence d'elle. Elle n'appelait pas, ne visitait pas. Elle disparaissait simplement, comme des prédateurs réalisant que leur proie n'était plus assez faible pour être chassée. Mais je n'étais pas naïve. Je savais que Valérie et Léa n'avaient pas fini. Pas vraiment. Les gens comme elles ne lâchent pas si facilement. Elles se regroupent. Elles élaborent des stratégies. Elles cherchent des failles. Et bien sûr, quelques jours plus tard, Maître Martin appelait. Elles ont déposé une motion préliminaire, disait-il calmement, tentant de contester votre capacité mentale et la validité du trust. Elles revendiquent une influence indue,
citant une instabilité émotionnelle. Je laissais échapper un souffle discret, sans surprise. Bien sûr qu'elles l'ont fait. Il continuait, sa voix stable. Elles ont joint des déclarations de quelques connaissances familiales, voisines, vieux amis de l'église, que je suspecte d'avoir été soigneusement préparées au cours de l'année dernière. Des allégations, que vous agissez étrangement, que vous vous retirez, montrant des signes d'oubli. C'est faible, mais elles testent l'eau. Je fermai les yeux brièvement. Mais stabilisant, qu'elles la testent, disais-je doucement. Elles sont tombées droit dans ce que pourquoi je me préparais. Maître Martin s'éclaircissait la gorge, et je pouvais entendre une légère amusement dans sa voix maintenant. C'est précisément pourquoi je vous ai fait rassembler ces évaluations il y a des mois. Le dossier est épais, chaque médecin, chaque évaluation, chaque déclaration de témoin, soigneusement collectée, avant qu'elles ne commencent à murmurer leur campagne. Tout était déjà soumis, et les enregistrements, demandai-je, prêts à être présentés comme preuve, si nécessaire, confirmait-il, y compris la conversation du brunch. Leur intention est claire. Tire la terre, et au-delà, la clause de comportement que vous avez insisté pour inclure dans l'accord de déshérence reste pleinement exécutoire. Cette clause était ma sauvegarde finale, celle que j'avais exigée, celle qui stipulait toute instance de coercition psychologique, manipulation émotionnelle ou tentative de me déclarer inapte annule tous les droits de manière permanente. Sans rétablissement, elles n'avaient jamais imaginé que je serais préparée à ce niveau de trahison. Elles comptaient sur mon amour pour elles, pour m'aveugler. Et pendant des années, c'était le cas. Mais plus maintenant. Suzanne, continuait Maître Martin doucement. Après que nous soumettrons notre réponse, il est fort probable que leur avocat leur conseillera d'abandonner l'affaire complètement. Elles n'ont plus de statut légal. Je souriais faiblement. Bien, qu'elles le ressentent pleinement. Avant de s'éloigner, ce soir-là, alors que le soleil plongeait bas sur mon jardin, je me versai un verre de vin. Pas pour célébrer, mais pour reconnaître. Ce n'était jamais une question de vengeance. C'était de la survie. Cela arrivait plus vite que je ne m'y attendais. Le rejet légal scellait leur sort en 48 heures. Le nom d'Antoine était effacé du registre immobilier. Valérie et Léa n'avaient plus de statut légal, aucun point d'appui auquel s'accrocher. L'horloge de l'expulsion commençait à tourner. Elles avaient 7 jours. Je ne les entendais pas au début. On n'est pas, mais je voyais le mouvement. Des camions arrivaient discrètement, surtout tôt le matin. Les déménageurs transportaient des cartons, des meubles, des sacs de vêtements. Antoine évitait le contact visuel avec les voisins, tandis qu'il supervisait l'emballage, aboyant des ordres dans son téléphone. Léa rôdait à proximité, son visage crispé de colère, comme si chaque voyage dans l'allée était un autre coup à sa fierté. Valérie restait à l'intérieur la plupart du temps. Je l'imaginais arpentant la pièce vide, qu'elle croyait autrefois être la sienne, planifiant des rénovations, imaginant son avenir, tout glissant maintenant entre ses doigts. Je regardais cela se dérouler depuis la fenêtre de ma cuisine. Sirotant de mon thé, calme, détaché. Ce n'était pas de la joie que je ressentais, c'était de la justice. Le dernier jour arrivait comme un souffle doux, sans drame, sans confrontation de dernière minute, juste le silence. Tandis que le dernier camion de déménagement s'éloignait du trottoir. La maison restait immobile à nouveau. Ma maison, intacte, en sécurité, et enfin libre de leur ombre. Plus tard ce soir-là, certains de mes parents éloignés commençaient à tendre la main. Ceux-là même que j'avais discrètement nommés dans mon testament mis à jour. Étienne appelait d'abord. « Tante Suzanne », disait-il doucement. « Nous avons entendu parler de tout. Vas-tu bien ?» Je souriais. Sincèrement cette fois, je n'ai jamais été mieux. Il y avait une pause de son côté, sa voix teintée d'admiration. «
Tu as fait ce que la plupart des gens ont trop peur de faire. Non, Étienne, répondais-je, stable. J'ai simplement fait ce qu'elles m'ont forcé à faire. Les jours suivants étaient calmes, mais pas solitaires. Camille, la fille de ma nièce, venait visiter, apportant des fleurs fraîches et du pain chaud. Nous nous asseyions dans le solarium, la même pièce que Léa avait autrefois moquée, celle qu'elle prévoyait de détruire et redésignait. « C'est magnifique ici », murmurait Camille, passant ses doigts sur les rideaux en dentelle que Marcel, elle et moi avions accrochés il y a des décennies. Je souriais. Ça l'a toujours été. Nous parlions pendant des heures. Pas du gâchis légal, mais de la vie, de la famille, de l'avenir. Elle me rappelait le genre de famille que j'espérais autrefois toujours avoir présente. Gentille, respectueuse. Camille regardait autour d'elle et soupirait doucement. Tu sais, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'es plus seule maintenant. Je tendais la main, prenant la sienne dans la mienne. Je sais, cette nuit-là, je parcourais la maison lentement, touchant chaque coin familier. Les photos encadrées, les livres que Marcel aimait, la table, autour de laquelle nous nous asseyions autrefois comme une vraie famille. Avant que l'avidité ne vienne empoisonner le sang, il n'y avait plus de rage en moi, juste de la clarté. Je m'arrêtais près de la fenêtre, regardant le jardin éclairé par la lune, et murmurais doucement à moi-même « Vous ne me manquez que maintenant, que j'ai dit non !» Et enfin, je me permettais de le ressentir pleinement. La paix